J'ai déjà fait de nombreuses séquences vidéo dans lesquelles une relation s'établit entre psychanalyse et philosophie, littérature, religion, franc-maçonnerie et encore d'autres champs de la connaissance. Mais il ne m'était encore jamais arrivé de vous proposer une séquence dans laquelle c'est avec le droit que la psychanalyse entretient une relation. Je vais donc tenter de rendre aussi accessible que possible un texte que je trouve très intéressant de Jacques Amar, qui est maître de conférences en droit privé à l'Université de Paris-Dauphine. Son titre, Le droit au miroir de la psychanalyse, les relations inconscientes entre personne, patrimoine et identité. Alors attendez, ne fuyez pas déjà, ne vous laissez pas impressionner par le titre de l'article. Vous allez voir que le développement de Jacques Amar est vraiment passionnant. L'auteur nous montre de quelle façon la psychanalyse et le droit s'entrelacent littéralement pour façonner notre conception de la personne, de l'identité et du patrimoine. L'auteur nous explique que ces trois notions, qui sont souvent traitées séparément, sont en réalité très étroitement, très intimement imbriquées, aussi bien dans le discours psychanalytique que dans le discours juridique. Alors allons-y, lançons-nous dans cette découverte. D'abord, l'auteur part d'un concept central de la psychanalyse, c'est le stade du miroir. Le stade du miroir, c'est ce moment du développement psychologique où un enfant prend conscience de son corps, de la forme de son corps, de l'unité de son corps en se regardant dans un miroir. C'est un moment fondateur de l'identité. Et c'est aussi pour le juriste le moment où l'on commence à reconnaître l'enfant comme une personne juridique, c'est-à-dire un individu qui est doté de droits et de responsabilités, en particulier patrimoniales. Ça signifie qu'à partir du moment où l'enfant est capable de discernement, eh bien, il peut tout à fait être tenu responsable juridiquement, même s'il ne comprend pas encore toutes les implications de ses actes. Ça nous montre bien que l'identité personnelle ne peut pas se construire sans s'inscrire dans un cadre juridique, en particulier celui de la famille et celui de la société. Alors d'abord, la famille. On sait combien la psychanalyse accorde une importance fondamentale à la relation entre l'enfant et ses parents, notamment à travers le mécanisme du transfert. Un mécanisme dont on sait qu'il est à l'œuvre dans toutes les relations humaines, mais qu'il déploie toute son envergure spécifiquement dans la relation analytique, lorsque le patient répète inconsciemment ses relations passées avec l'analyste. Jacques Amar explique que cette dynamique implique une transmission, et pas seulement une transmission affective ou psychologique, mais aussi juridique et patrimoniale. Patrimoniale, ça signifie que, pour le droit, eh bien, la transmission signifie surtout le passage du patrimoine, qu'il s'agisse de biens, de dettes ou d'héritage, peu importe, un passage d'une génération à l'autre. Alors bien sûr, cette approche est plus matérielle et elle entre en contraste avec celle de la psychanalyse qui s'intéresse pour sa part davantage à une autre forme d'héritage, un héritage symbolique, affectif. Et bien pourtant, les deux visions se recoupent. Elles se recoupent parce que l'héritage façonne aussi l'identité. Il s'agit autant de ce que l'on reçoit en termes d'argent que de ce que l'on reçoit en termes de valeur, d'interdit et de place au sein de la famille. Ensuite, l'auteur s'intéresse à l'évolution historique de ce lien entre le droit et la psychanalyse. Comment a-t-il évolué depuis Freud et puis chez Lacan et enfin au-delà de ces deux figures maîtresses?
Eh bien en fait, la psychanalyse n'a jamais été indépendante du droit. Elle s'est appuyée sur 3 grandes approches théoriques. À l'époque de Freud, d'abord. Eh bien, à l'époque de Freud, la société viennoise traverse une crise d'identité. Une crise qui est issue de la chute de l'Empire austro-hongrois. Et c'est au milieu de cette crise identitaire que Freud conçoit le surmoi. Cette instance morale qui a pour fonction d'être un juge intérieur. Cette instance, eh bien, l'auteur de l'article le souligne, cette instance est très influencée par le droit. Jacques Amar compare Freud au juriste Hans Kelsen, pour qui la loi est le fondement de la société. Et tous deux s'inquiètent de la disparition des repères traditionnels. Ainsi, vous vous rendez compte que dans le cadre freudien, la psychanalyse agit dans la sphère privée, c'est-à-dire en marge du droit. C'est un espace qui n'est pas codifié, un espace qui n'est pas mesurable, ce qui conduit à poser par exemple une question pertinente. À quoi a-t-on droit quand on paye une séance de psychanalyse? Eh bien, le prix, la durée et même l'efficacité d'une cure échappent complètement aux standards juridiques classiques. Freud défend ainsi un espace intime, séparé, protégé des logiques marchandes et juridiques. Et puis arrive Lacan. Et avec son arrivée, eh bien, les choses se modifient. Elles se modifient parce que Lacan, pour sa part, introduit davantage de droit dans la psychanalyse. Il parle du sujet comme un être qui est pris dans un ordre symbolique. C'est celui de la loi, que cette loi soit écrite ou non. Il prend comme figure emblématique Antigone, ce personnage tragique qui obéit à une loi morale supérieure et qui s'oppose à la loi de l'État. Lacan affirme donc que l'identité, c'est quelque chose qui se construit en se positionnant face à la loi, que cette loi soit juridique, morale ou symbolique. Sa vision de la psychanalyse intègre aussi la dimension publique, la dimension politique des conflits intimes et critique les lois modernes quand elles perturbent cet ordre symbolique. Enfin, Jacques Amar, dans son article, se penche sur d'autres courants psychanalytiques, des courants plus radicaux, comme celui de Wilhelm Reich ou celui de Herbert Marcuse. Pour le psychanalyste, comme pour le philosophe, la règle de droit est toujours un frein à la liberté individuelle. Pour Reich, seule la liberté sexuelle totale permettrait de guérir les troubles psychiques. Eh bien, ces courants rejettent absolument toute norme, toute hiérarchie, tout cadre, ce qui, pour l'auteur de l'article, met évidemment en péril le lien social, la famille, voire la possibilité même d'une relation thérapeutique. À la fin de cette partie de l'article, l'auteur avance une idée forte, c'est que l'identité, ça se construit dans une tension entre être, c'est-à-dire la personne, et avoir, c'est-à-dire le patrimoine. Cette articulation, elle est vraiment au cœur de notre modernité. Le droit s'occupe de faire le lien entre la personne et ce qu'elle possède, tandis que la psychanalyse tente de comprendre comment ce que nous avons hérité ou subi nous constitue en tant qu'individu. Jacques Amar souligne ainsi que la crise contemporaine de l'identité, la difficulté qu'ont certains à se sentir pleinement eux-mêmes, c'est aussi une crise du droit, c'est-à-dire une crise de la manière dont notre société structure la transmission, la famille et la responsabilité. Et on voit donc avec cet article que les liens entre le droit et la psychanalyse sont tissés très serrés. Nos identités ne sont pas seulement des constructions intimes, elles sont générées au sein d'un cadre juridique et social spécifique, à travers des mécanismes de transmission, de responsabilité,
de reconnaissance. Alors en conclusion, et comme nous l'avons déjà lu et entendu de la part d'autres auteurs, eh bien il est impossible de comprendre les souffrances individuelles sans interroger les règles collectives qui nous gouvernent.